Nous commençons l'exposition par ordre chronologique. L'origine de la cartographie scientifique, telle que nous la connaissons, se situe autour de l'an 150, lorsque les travaux du géographe gréco-égyptien Claudius Ptolémée sont publiés à Alexandrie. Il existe d'autres représentations cartographiques, mais c'est la première fois que des cartes sont produites au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire avec une projection cartographique, orientée vers le nord, ce qui, nous le verrons plus tard, n'est pas une chose courante mais une convention des environs du XVe siècle, avec une grille avec des méridiens et des parallèles, etc. Ptolémée a divisé le monde connu à son époque en 26 cartes régionales ou partielles, toujours dans l'ordre, 10 pour l'Europe, 4 pour l'Afrique, 12 pour l'Asie. 2. Voici une reproduction parfaite en facsimilé. Ces facsimilés sont des imitations parfaites de l'original, dans ce cas provenant de la Bibliothèque nationale de France en 1490. Il s'agit d'une copie déjà en latin, où l'on peut voir une des parties importantes de la géographie. La géographie était un traité théorique et un répertoire de 8000 noms de lieux dans le monde, dont 500 d'Hispanie et environ 20 du Pays basque. Nous voyons ici l'essentiel de la nomenclature, c'est-à-dire les noms des villages, les noms des villes et, surtout, leur paire de coordonnées de longitude et de latitude. Ceci, qui semble aujourd'hui la chose la plus normale au monde, nous l'avons tous dans notre GPS, etc. est quelque chose qui a déjà été découvert, ou du moins appliqué, en l'an 150. 3. Dans le modèle ptolémaïque, la deuxième carte de l'Europe était l'Hispanie. Il s'agissait de l'Hispanie romaine, c'est-à-dire de l'administration dans laquelle il vivait à son époque, même s'il était grec. Dans cette carte, peu de gens savent que la plus ancienne carte de l'Espagne et du Pays basque qui existe est en grec. Elle n'est ni en latin, ni en espagnol, ni en basque, mais en grec, parce qu'elle a été réalisée par ce géographe dont la langue maternelle était le grec. Il s'agit de la plus ancienne carte au sens moderne du terme, et non de représentation médiévale floue. Elle est contenue dans un codex de la géographie de Ptolémée, en grec byzantin, datant d'environ 1300, car les copies antérieures ont été perdues. Elle est conservée à la Bibliothèque apostolique Vaticane. La forme de la péninsule est assez étrange, mais c'est la forme que Ptolémée lui a attribuée, évidemment avec les erreurs de son époque. En fait, si nous l'observons, et nous allons la voir sur une autre carte, toutes les cartes ptolémaïques sont identiques. Précisément, parce que Ptolémée a donné des instructions pour traduire une série de coordonnées en une carte. Chaque fois que nous voyons une carte avec cette étrange figure de la péninsule, il s'agit de la carte d'Hispanie de Ptolémée. Dans la région du Pays basque, avec les étiquettes en grec, dans un manuscrit difficile à interpréter, Ptolémée représentait déjà les 4 peuples ou tribus qui, selon les anciens géographes romains et grecs, habitaient ce qui est aujourd'hui le Pays basque, et qui sont d'ouest en est, les Autrigones, les Caristos, les Bardoulos et les Vascones. En ce qui concerne la province d'Alava, elle serait divisée en Caristos et Bardoulos. Les Bardoulos correspondent plus ou moins au Guipúzcoa et à l'est de l'Alava, les Caristos à la partie centrale de la Biscaye et à l'ouest de l'Alava, et les Autrigones à la partie occidentale de la Biscaye. Et, curieusement, ce qui s'appelait Vascones à l'époque correspondait à la Navarre et à une partie de l'Aragon. En d'autres termes, le territoire des Vascones comprenait des villes qui n'étaient pas exactement le Pays basque. Parmi les quelques noms dont les coordonnées sont difficiles à identifier, on peut citer l'Èbre, le plus grand et le plus important de la péninsule, mais aussi le Nervion et le Débat, et entre les villes d'Oyarzun et un promontoire, le Cap Iguer, qui pénètre dans la mer Cantabrique. L'ensemble de la mer Cantabrique était appelé Océanos Cantabrios. Il s'agit de la plus ancienne carte de l'Hispanie, avec la division en 3 provinces, la Lusitanie, plus ou moins le Portugal, la Bética, plus ou moins l'Andalousie, et la Tarraconensis, le reste de la péninsule. C'est dans la Tarraconensis que se trouvait l'actuel Pays basque. 4. Cette autre carte ptolémaïque à gauche, celle qui donne l'image de l'exposition, est plus tardive, du XVe siècle, et est également en grec mais dans un style florentin, c'est-à-dire dans le style de la Renaissance. Esthétiquement,
Elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus intelligible. On y trouve les noms des différents peuples pré-romains attribués au Pays basque. 5. Voici des exemples de ce qu'était la cartographie médiévale à la chute de l'Empire romain. Elle a subi un revers et le monde a été représenté de manière symbolique. Certains disent que c'est très mal fait, enfin pas exactement. Il n'avait aucun intérêt à représenter fidèlement le territoire. C'était plus symbolique, religieux et souvent simplement pour expliquer la localisation approximative des lieux dans le monde, pour comprendre les saintes écritures ou la dispersion des apôtres. Il s'agit d'une reproduction en fac-similé du commentaire de l'Apocalypse de Saint Jean, réalisé par Beatus de Liébana, un moine de l'actuelle Cantabrie, au 8e siècle. Il existe un certain nombre de copies de son travail, y compris une carte du monde médiéval. Caractéristique des mapes-mondes médiévales, elles avaient tendance à être grossièrement circulaires, centrées sur Jérusalem, qui était le centre du monde terrestre et spirituel, et orientées vers l'est. C'est-à-dire littéralement orientées, ce qui signifie pointer vers l'est ou l'est. Cela prouve que les cartes n'ont pas toujours été orientées vers le nord, mais il s'agit d'une convention. Elles pouvaient être orientées vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, bien qu'il soit plus courant, à cette époque, d'être orientées vers l'est. Ainsi, au-dessus du paradis terrestre, cet axe vertical serait la Méditerranée, la péninsule ibérique serait un petit coin là et en dessous apparaît un toponyme, Asconia, avec deux U, qui, vraisemblablement, je le dis à cause de l'incertitude géographique, serait situé sur la Gascogne française, plus ou moins. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en dessous, il y a un autre centre de population où il est écrit Astur. En d'autres termes, la confusion était telle à l'époque, et dans ces représentations imprécises du monde, que bien qu'ils soient apparemment au-dessus de la France, les Asturiens apparaissent à côté, de sorte qu'il pourrait s'agir de la Vasconie. Et puis, à l'intérieur de la péninsule, la Galice, la Cantabrie et la Lusitanie apparaissent clairement. Il s'agit d'un Beatus du XIe siècle conservé à la Bibliothèque nationale d'Espagne. 6. Ensuite, nous avons d'autres exemples de cartographie médiévale, bien que dans ce cas il ne s'agisse pas d'une carte du monde et qu'elle ne soit pas très connue. Nous voulions apporter des choses curieuses, ce sont des cartes islamiques. Au Moyen Âge, il y avait aussi des cartographes islamiques, qui cartographiaient de manière beaucoup plus symbolique. En fait ils utilisaient toujours des figures géométriques, des arcs de circonférence, des lignes droites. Ils ne s'intéressaient pas à la représentation précise. Elles sont orientées, dans ce cas, vers l'ouest. Sur la carte de gauche, l'axe vertical est la Méditerranée, l'axe horizontal l'Atlantique, leur jonction est les piliers d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. À droite se trouve la péninsule, très important pour ce cartographe persan du Xe siècle, car elle a été à l'Andalous pendant de nombreux siècles, et elle montre des villes espagnoles et portugaises sur la côte. En rouge, ces trois grandes îles sont la Crète, Chypre et la Sicile. Et à droite, dans ce carré qui apparaît ici, comme une sorte de frontière à l'extérieur d'Al-Andalus, il est écrit, une fois translittéré, Bilad Bascuns, ce qui signifie le pays des Basques. Il y avait Al-Andalus, c'était ce que l'on connaissait, et en dehors, dans un territoire d'infidèles, de chrétiens, d'autres, de francs, il y a le pays des Basques. Sur cette autre carte à droite, qui se trouve à l'intérieur de l'Atlas, la péninsule ibérique est représentée comme une circonférence, avec ses villes côtières. Au centre, en rouge, se trouve Cordoue, capitale d'Al-Andalus pendant des siècles, d'où son importance, et toujours à l'intérieur de la péninsule, en bas à droite, nous voyons, dans ce cas, le mot Baxus. Il y avait parfois des erreurs d'interprétation, c'étaient des copistes qui copiaient les uns sur les autres, comme dans les manuscrits chrétiens. Nous supposons que les copistes ou scribes savaient lire et écrire, mais ce n'était pas toujours le cas, c'étaient des gentlemen qui peignaient des dessins, qui étaient parfois des lettres et qui pouvaient faire des erreurs. Ainsi, dans d'autres manuscrits islamiques, ce Bilad Bascuns apparaît sous la forme de Baxus ou de Bascunis ou d'autres variantes similaires. S'il s'agit de la région des Basques, l'autre triangle à côté est celui des Francs,
où l'on peut lire « Afrandja », c'est-à-dire la France. Et ce triangle, encore une fois, c'est le rocher de Gibraltar. Ce sont des représentations, car nous voulions aussi apporter des exemples de cartographie islamique. 7. Il s'agit d'une carte du monde datant de la fin du Moyen Âge. Elle est curieuse parce qu'elle est en forme d'amande et qu'elle date de 1457. À cette époque, la région méditerranéenne était déjà obtenue grâce aux cartes marines qui, comme nous le verrons plus tard, la représentaient correctement, ce qui est apparu au Moyen Âge, mais le reste n'était qu'une information très diffuse. Ici, nous pouvons voir la péninsule clairement dessinée et parmi les quelques toponymes il y a Biscay qui est effacé par la détérioration. Mais il s'agit d'une apparition du label Biscaye sur une map monde médiévale. Je tiens à préciser à ceux qui ne sont pas de Biscaye qu'ils ne doivent pas se sentir offensés, car il y a eu une longue période pendant laquelle la Biscaye était appelée pratiquement toute la côte cantabrique, mais pas seulement le reste du Pays basque, et nous verrons certaines cartes où la Biscaye inclut la Cantabrie et même les Asturies. Je dis cela parce qu'il est habituel, même dans les titres des cartes, de trouver la Biscaya. Ici, à gauche, la zone est agrandie pour montrer les différents noms de lieux. 8. Voici deux exemples de mapes-mondes circulaires médiévales datant de 1320. Ceux qui ne les connaissent pas les trouveront difficiles à comprendre. En regardant vers l'est, la péninsule et la Méditerranée apparaissent en bas, et ici, curieusement, nous trouvons le toponyme Gasconia, sous la Navarre et au-dessus de l'Hispanie, c'est-à-dire à peu près à sa place. Le manuscrit ci-dessous est une version imprimée de l'un de ces manuscrits de Pietro Visconte, datant de 1611, et nous le trouvons également écrit avec un V, Vasconia, situé plus ou moins à l'extrémité du golfe de Gascogne. En d'autres termes, il existe des représentations, mais les cartes du monde médiéval étaient très simples, avec seulement une série de noms de lieux, et c'est l'une d'entre elles. 9. Nous passons à un tout autre bloc. Coexistant avec les cartes médiévales du monde, au XIIIe siècle, apparaissent les cartes marines ou cartes maritimes. Elles coïncident avec l'introduction de la boussole en Méditerranée et, précisément, elles sont construites à partir des relèvements de la boussole et des estimations des distances de navigation. Il est difficile de voir si l'on n'a pas l'œil exercé, mais sur la gauche, on peut distinguer la côte sud de la péninsule, Cadix, le détroit de Gibraltar, la côte est, la Méditerranée, les îles Baléares, la péninsule italienne en forme de botte, la côte nord de l'Afrique et la mer. Caractéristiques des cartes marines. Tout d'abord, elles ne contenaient pas d'informations sur l'intérieur des terres car leur but n'était pas d'obtenir des informations topographiques mais de naviguer. Elles disposaient de réseaux de repères magnétiques qui permettaient, à l'aide de ces repères ou de parallèles à ces derniers, de trouver le cap pour naviguer d'un port à l'autre en Méditerranée. Et ils étaient précis. En effet, jusqu'au XVIIIe siècle, les informations des cartes marines n'ont pas été améliorées, c'est-à-dire que 500 ans se sont écoulés et la précision est restée plus ou moins la même, jusqu'à l'introduction du chronomètre de marine, c'est-à-dire de la manière de mesurer la longitude géographique. Jusqu'alors, il n'existait pas de montre fiable pouvant être transportée à bord d'un navire, et la longitude ne pouvait donc pas être mesurée. Il s'agit de la plus ancienne carte marine conservée, appelée carte pisane parce qu'elle y est apparue. Elle est conservée à la Bibliothèque nationale de France et d'autres analyses et analyses au radiocarbone l'ont datée d'environ 1270. Et au nord de la péninsule, de façon très schématique et très erronée, la côte atlantique, une ébauche des îles britanniques parce que cette côte ne leur était pas connue. Cependant, nous voyons ici les noms de lieux Gasconia et Sancto Sebastiano. C'est la première fois qu'un nom de lieu du Pays basque apparaît sur une carte marine et il s'agit de Saint-Sébastien. Il figure même sur la plus ancienne carte marine conservée. Normalement, les ports importants du point de vue de la navigation apparaissent également en rouge. 10. Voici un autre exemple tardif d'une carte marine plus reconnaissable. Il s'agit de la carte Benincasa de 1508 et ici, outre les noms de lieux côtiers habituels, Fuenterrabia, San Sebastian, Bilbao, Bermeo. Beaucoup de ces cartes marines étaient italiennes, l'autre grande école était majorquine et elles étaient en catalan. Si nous lisons la toponymie,
nous trouvons ce que nous considérons comme de graves erreurs, résultat de l'italianisation des noms et de leur mauvaise recopie d'une version à l'autre. Nous allons trouver des erreurs curieuses, toutes mentionnées sur les panneaux, par exemple, Lekita, qui serait Leketio, Magilako, qui serait Cap Machichaco, Plencia, qui serait Plencia et Puerto Galeto, qui serait Portugalette pour les Italiens. Nous allons donc trouver de curieuses variantes de noms. Dans ce cas, on ne dit même pas Biscaya. Je vois qu'on dit Buscalia, ce sont des erreurs courantes. Dans les Pyrénées, on dit Huasconia. 11. Nous continuons à voir des exemples de cartographie nautique. Ces cartes marines datent du XVIe siècle et sont l'œuvre d'un cartographe portugais appelé Diogo Homem. Celle de droite est orientée vers l'ouest et, parmi les noms de lieux côtiers, nous voyons Fuenterrabia en rouge, Bilbao en rouge, mais entre les deux se trouvent pratiquement tous les ports importants. Zumaya, Guetaria, Orio, Bermeo, Ondaroa. Et ici, nous voyons à nouveau Biscaya, même avec un drapeau. 12. Il s'agit d'un autre phylactère du même auteur portugais, datant de 1561, et les mêmes ports importants apparaissent au-dessus de ce phylactère, à l'endroit où l'on peut lire Hispania. Ces noms de lieux reconnaissables apparaissent toujours perpendiculairement à la côte, c'est ainsi que les cartes marines étaient faites. Nous devons nous rendre dans l'autre salle pour poursuivre l'étude des cartes marines. 13. Comme je l'ai mentionné précédemment, la validité de ces cartes marines médiévales a été prolongée, sans gagner beaucoup en précision, jusqu'au XVIIIe siècle. L'introduction de l'imprimerie moderne en Europe constitue une étape importante dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la cartographie. Il ne s'agit pas d'une invention, qui n'a pas été inventée en Europe, car elle existait déjà en Chine. L'introduction de l'imprimerie moderne a marqué le début d'une période connue sous le nom d'incunable, c'est-à-dire la période allant de l'introduction de la presse à caractère mobile par Gutenberg en Europe, vers 1455, jusqu'en 1500. La date exacte de la publication du premier livre imprimé de l'histoire, la Bible de Gutenberg, n'est pas connue. Il existe également une période d'incunable pour les cartes. Les cartes ont commencé à être imprimées un peu plus tard que les livres, dans les années 1470. Les cartes antérieures étaient dessinées sur du parchemin, de la peau d'animal, et leur forme permettait même de voir le cou de l'animal. Le papier n'était pas utilisé, c'était un matériau plus résistant et certains de ceux que nous avons vus n'étaient pas utilisés pour la navigation, ni ces luxueux atlas nautiques parce qu'ils étaient très ornés d'or, d'argent. Fabriqués par des miniaturistes et personne n'allait mettre cela sur un navire pour le détruire en 2 utilisations. C'est donc pour cela qu'elles nous sont parvenues. Les cartes marines utilisées à bord d'un navire ont évidemment été détruites à l'usage. Ce sont des exemples faits pour des gens nobles, des gens qui avaient de l'argent, des gens illustres qui les collectionnaient ou les gardaient, c'étaient des objets d'ostentation. Avec l'apparition de l'imprimerie, le savoir en général et une partie des cartes sont devenus populaires ou ont atteint un plus grand nombre de personnes. Ces 3 cartes marines font partie du premier atlas nautique imprimé de l'histoire, elles sont l'œuvre d'un Hollandais, Wagener, et datent de 1584. Elles contiennent de graves erreurs cartographiques. Dans certaines bibliographies, j'ai lu que les cartes de Wagener étaient remarquablement précises, mais c'est un non-sens. Nous pouvons voir la côte basque et elle va plus ou moins d'ici, qui est San Juan de Luz, à Castro Urdiales. Si vous regardez la toponymie, vous verrez que Saint-Sébastien apparaît pratiquement à l'endroit où devrait se trouver Fuenterrabia. Dans cette baie, qui est censée être Saint-Sébastien, il y a des toponymes tels que Philailert, Perosa, ou Otera, dont je ne sais pas ce qu'ils sont. C'est le résultat d'un cartographe flamand, qui parle et écrit le néerlandais, qui a pris les informations d'une source locale, en passant par je ne sais qui, puis un graveur est venu les graver sur les plaques de cuivre que nous verrons plus tard, et a abouti à l'absurdité ultime, qui consiste à placer, par exemple, Bilbao à l'est du cap Machichaco. Ici, nous voyons Biscayen par, c'est-à-dire la partie ou la région de Biscaye. Nous verrons plus tard des exemples nautiques car, en plus de la carte, nous dessinons parfois ce que l'on voit exactement sur un bateau quand on navigue. Ce sont les sommets, les hauteurs, et vous les verrez avec vos yeux comme je les ai vus.
Il existe deux autres cartes marines de la côte de Gascogne, qui longent la côte cantabrique, de Lianes à Laredo, et la côte asturienne, de Ribadesella à Avilés. Cela nous donne une idée de la perplexité qui régnait lorsque des cartographes étrangers produisaient des cartes locales. Elles sont très jolies mais ne sont pas un exemple de précision cartographique. 14. D'autres exemples de cartes marines, un peu plus modernes, datant des XVIIe et XVIIIe siècles et provenant du golfe de Gascogne. Dans ce cas, on peut voir que les deux seuls noms de lieux de la côte sont Galice et Biscaya, ce qui couvre le Pays basque, la Cantabrie et une partie des Asturies. Celle de droite, plus grande et mieux visible, est un exemple de ce que l'on appelle les cartes sphériques. Il existe un livre de Pérez Revert intitulé « La Carta Esférica ». Les cartes marines médiévales n'avaient pas de projection, elles avaient un réseau de routes, mais sans moyen mathématique de passer de la surface sphérique à une carte plane. Les cartes sphériques utilisent des projections cartographiques, elles sont destinées à la navigation et présentent un réseau orthogonal de méridiens et de parallèles. Cela n'existe pas sur Terre, les méridiens convergent au pôle, et pour les rendre orthogonaux, il faut déformer la carte à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur, de sorte que lorsque l'on trace un cap sur la carte, il correspond à celui que l'on marquerait sur la boussole. Les roses des vents, le réseau de routes, tous très décorés, sont des vestiges des cartes médiévales. Le golfe de Gascogne, puis ici le Guipúzcoa, la province de la Quatrovilla, avec les divisions administratives, et à la hauteur de Bayonne, il est indiqué « basque » sans plus de détails. 15. Autre exemple d'une autre carte marine, éclairée par des couleurs dans les régions, les Asturies qui ne coïncident pas avec les Asturies actuelles, la Biscaya, qui s'étendait sur la Biscaye, et qu'on appelle ici « océan cantabrique », ou « vulgomar de Biscaya », c'est-à-dire « Océanos Cantabrios », ce que les anciens appelaient déjà comme nous l'avons vu précédemment dans la carte ptolémaïque. Ou Vulgo, c'est-à-dire, comme on l'appelle communément, mer de Biscaya. 16. Au XVe siècle, divers atlas ptolémaïques ont commencé à être produits. La géographie de Ptolémée date du IIe siècle, mais tous les codex ont été perdus jusqu'à ce qu'un érudit byzantin, en 1300, réalise la première carte que nous avons vue. Plus tard, la géographie de Ptolémée a été traduite en latin et a atteint l'Occident, Florence, et c'est là que sa popularité a décollé et, bien qu'il s'agisse d'un livre écrit au IIe siècle, elle est devenue la science géographique officielle parce qu'elle était bien meilleure que les mappamundi médiévaux, que nous avons vus, avec lesquels elle a coexisté. À Florence, de luxueux manuscrits enluminés ont commencé à être réalisés, dédiés à des papes, des rois, des princes, des ducs, etc. Les premières cartes modernes sont celles qui apparaissent au milieu du XVe siècle, lorsqu'on se rend compte, par exemple, que la forme de la péninsule n'est pas celle-ci, parce qu'on la connaît par les cartes marines. Et ils ajoutent, petit à petit, ce qu'ils appellent des cartes modernes qui sont une mise à jour de la géographie de Ptolémée, placée en dessous mais sans rien dire. On considère que c'est un énorme manque de respect envers l'autorité de Ptolémée que de dire que la sienne était erronée, alors personne ne met en garde contre quoi que ce soit et après la carte ptolémaïque de l'Espagne, il place la carte moderne, ce sont les cartes modernes. Celle de l'Espagne est toujours présente. Il y en avait d'autres, celle de la France, de l'Italie et de la Terre Sainte. Dans ces cartes du début de l'ère moderne, nous avons deux exemples de très bonnes reproductions en fac-similé, avec leurs feuilles d'or, de la carte ptolémaïque, où nous avons déjà vu ce que nous avons vu auparavant, et de la carte moderne. Dans ce cas, dans la région approximative du Pays basque, nous voyons qu'il s'agit de la Gascogne. Ces cartes ont été réalisées par un cartographe allemand, Nicolae Germanus, installé en Italie. Dans la toponymie, on trouve Bayona de Gasconia, Figo, qui est le cap de Higuer, San Sebastian, Bermeo et Bilbao, et le reste semble bien vide. 17. Elle date des années 1460. En 1477, après l'introduction de l'imprimerie, la première édition imprimée de la géographie de Ptolémée est parue et, un an plus tard, cette édition de gauche a été publiée à Rome.
Il s'agit de reproduction de l'Institut géographique national et c'est la deuxième plus ancienne carte imprimée de l'Espagne qui existe. Il n'existe qu'une carte antérieure, ptolémaïque comme celle-ci, de l'édition de Bologne. Il s'agit de l'édition de Rome qui, soit dit en passant, est bien meilleure et de meilleure qualité. Et ici, nous pouvons voir à nouveau, cette fois-ci sous forme imprimée, ce que nous avons vu au cours de ce siècle et un peu plus tard. Ici, nous pouvons le lire parce qu'il a déjà été traduit en latin et nous pouvons parfaitement voir les Basques, les Vardous, même d'autres peuples comme les Cantabres, les Asturiens. Aussi les Pyrénées et la toponymie que nous avons mentionnée, la rivière des Bas, la rivière Nervione, la rivière Ebro, bien sûr, et une fois de plus nous voyons ici la curieuse silhouette d'une carte ptolémaïque. Celle de droite est une reproduction, mais l'original a été acquis par le National Geographic Institute. C'est la première carte moderne imprimée de l'Espagne qui existe, celle-ci est toutes celles de la même édition imprimée qui ont été publiées à l'époque. Il s'agit de l'édition d'Ulm. Celle de gauche est la deuxième plus ancienne impression conservée en Espagne et celle de droite est l'impression moderne, c'est-à-dire la forme moderne de l'édition allemande d'Ulm de 1482. Pour réaliser la version imprimée, un manuscrit était copié par gravure sur bois. La gravure sur bois consistait à sculpter une plaque dans le bois, à la baisser, à la laisser comme un timbre en caoutchouc, puis à l'ancrer, à exercer une pression et à transférer l'image. La calcolographie, quant à elle, se fait à l'aide de plaques de cuivre. C'est la première fois que l'Institut expose des plaques en taille douce. Celle de gauche est une taille douce et celle de droite une gravure sur bois, et le modèle est un manuscrit du même auteur que le précédent. Et nous voyons à nouveau exactement la même chose, la même Gascogne au même endroit, la même Bayonne, le même Figo, le même Saint-Sébastien, le même Bermeo et le même Bilbao. En bas, en vert, on trouve Regnum Navarre, et plus bas le royaume de Grenade. Il convient de rappeler que l'Espagne n'existait pas en tant que nation en 1482, ce qui explique que les différents royaumes apparaissent avant sa constitution formelle. 18. Bien qu'elle ait été imprimée, un seul exemplaire de cette autre carte a survécu. Il s'agit d'une carte en 4 planches et 4 feuilles, et c'est la première carte d'Espagne exempte qui existe. Normalement, les cartes étaient incluses dans la géographie de Ptolémée, mais exempte signifie publiée pour être vendue ou distribuée séparément, dans ce cas en 4 feuilles. Elle est l'œuvre d'un Italien, Vavassor, et date de 1532. Encore une fois, si nous nous rendons dans cette région, nous pouvons voir que dans ce cas, il est question de Biscaglia, et son étiquette tombe en envahissant une partie de la Cantabrie sous le nom de Castro Urdiales. C'est la première fois que le Pays basque apparaît sur la première carte exempte d'Espagne. L'industrie de l'impression cartographique n'était pas très répandue en Espagne, précisément parce qu'à cette époque, surtout au XVIe siècle, les Pays-Bas étaient sous la monarchie espagnole, de sorte que les principaux centres de production cartographique et d'impression se trouvaient à Anvers, Amsterdam. Et que le roi d'Espagne, Philippe II en l'occurrence, les envoyait dans les ateliers de Flandre. La production cartographique imprimée espagnole du XVIe siècle est donc assez pauvre. 19. Cette simple carte est la couverture du Libro de la Grandeza y Cosas Memorables de España, livre des grandeurs et des choses mémorables d'Espagne, et sur sa couverture figure la première carte d'Espagne imprimée en Espagne. Nous pouvons constater qu'il ne s'agit pas d'une merveille, datant précisément de 1548, mais que ce n'était pas une industrie très florissante. Nous avons des phylactères avec les différentes régions, y compris Vizcaya et Guipúzcoa, la première apparition de ces noms de lieux sur une carte imprimée en Espagne. Dans la description de la grandeur et des choses mémorables, il se concentre sur la ville de San Sebastián et Fuenterrabía, qu'il considère comme les plus illustres de cette région de Biscaye. Il s'agit de petits pochoirs xylographiques qui ont été réutilisés, de sorte que, dans ce cas, il est clair que les vues de Saint-Sébastien et de Fuenterrabía sont exactement les mêmes. Il était très courant, dans ses premières illustrations, d'essayer de reproduire une ville, mais d'une part il s'agissait d'une invention et d'autre part c'était la même chose pour Saint-Sébastien, Fuenterrabía ou Alger. 20. C'est une carte curieuse, elle est en taille douce,
c'est-à-dire gravée sur cuivre, par un auteur italien, La Frérie. Au milieu du XVIe siècle, les Italiens prennent le relais, c'est là qu'ils commencent à changer la technique, ils passent de la xylographie pour n'être pratiquement qu'en taille douce. Celle-ci est copiée sur le modèle de la péninsule d'autres cartes modernes de l'Espagne publiées antérieurement, et nous pouvons constater qu'il n'y a pratiquement pas de toponymie. En effet, dans la partie du Pays basque, il n'y a qu'une Biscaya et fonte qui est Fuenterrabía. C'est une carte assez étrange, parce qu'elle n'est pas de l'Espagne, elle n'est pas de la France, elle n'est pas de la Méditerranée, en fait, elle s'intitule la Vera Descriptione, c'est-à-dire la description authentique de toda la Francia, toda la España, toda la Flandria, qui est ce qui en ressort. À l'époque, cet homme fabriquait des atlas factices, il ne publiait pas de reliures et ne commandait pas d'édition pour les vendre, mais on se rendait à l'atelier et on disait « Je veux un atlas avec ces cartes spécifiques ». Et ce monsieur, qui avait les planches, les faisait, les imprimait, les découpait et on prenait ce qu'on voulait. Il n'y a pas deux atlas La Frérie identiques parce qu'ils ont été faits au goût du consommateur. Ce sont donc des cartes assez rares et nous avons acquis celle-ci il y a quelques années. 21. Nous allons franchir une autre étape, celle de l'apparition des premières cartes modernes et, entendons modernes, qui n'ont plus d'influence ptolémaïque. Tous les atlas qui ont été publiés, plus ou moins, jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, étaient des éditions plus ou moins mises à jour de la géographie de Ptolémée. En 1570, le premier atlas moderne de l'histoire a été publié, en ce sens qu'il n'avait plus d'influence ptolémaïque. Pourquoi s'agit-il d'un atlas moderne? Il s'agit d'une collection ordonnée de cartes, destinées à être publiées ensemble, dans le même format, classées géographiquement et accompagnées d'une description littérale, et pas seulement des cartes. Il s'agit du Theatrum Orbis Terrarum d'Ortelius. Plus tard, un autre atlas a été publié, celui de Gérard de Jode, également flamand, en 1578. Voici un exemple de carte historique. Qu'est-ce que la cartographie historique? Celle qui reflète les faits historiques, et non l'ancienne qui est parfois confondue. Elle représente l'Hispanie romaine des anciens. On y retrouve, sur une carte actualisée, et plus ou moins à sa place, tout ce qui était représenté par Ptolémée, Pomponius Mela, Pline, Strabon, etc. À savoir, entre autres, le Nerva Fluvius, qui est le Nervion, le Débat, Liberus qui est l'Èbre, Oassopolis, qui est la ville d'Oasso, Oyartsoun en grec, et le promontoire d'Oasso, qui serait le cap Higuer. Tout cela a déjà été représenté sur une carte sous une forme moderne. 22. Dans la première édition du théâtre, cette première carte moderne, la seule carte incluse était celle de toute l'Espagne, il n'y avait pas de carte régionale ou partielle. Celle-ci, dans un atlas concurrent 8 ans plus tard, est une carte de Guipuscoa. Nova Exactissima Descriptio. Il s'agit d'une nouvelle description très précise de la province de Guipuscoa. Il s'agit de la première carte régionale imprimée d'une partie de l'Espagne. Elle date de 1578, elle est très correcte, la source est locale, la toponymie est bonne et il est évident qu'elle n'est pas passée par de nombreuses mains avant d'arriver au graveur. Ceux qui connaissent la province pourront trouver des villes qui ne devraient même pas figurer sur cette échelle. En d'autres termes, il s'agit d'une carte emblématique car c'est la première carte partielle imprimée du Pays basque à être publiée, dans ce cas uniquement pour le Guipuscoa. 23. À cette époque, le droit d'auteur n'existait pas ou n'était pas très respecté. Ensuite, Ortelius, qui a publié l'atlas rival de celui-ci, dans l'une des dernières éditions de son atlas, a mis cette carte tripartite, très étrange, Carpetania, Cadiz et Guipuscoa, toutes mélangées, parce qu'il avait ces trois planches et qu'il pouvait les faire tenir sur la même feuille. Il s'agit d'une copie exacte de la précédente, mais Ortelius, bien que généreux avec ses sources, ne reconnaît pas de Jode, parce qu'ils étaient rivaux. Il s'agit d'une copie exacte et littérale, comme vous pouvez le constater en vérifiant la toponymie. Il s'agirait de la première carte partielle d'une province basque figurant dans l'atlas d'Ortelius. 24. Il s'agit de la première carte complète du Pays basque, bien que légèrement agrandie,
a figuré dans un atlas néerlandais. Elle date de 1606. Pour des raisons politiques, l'un des cartographes les plus importants de l'époque, Gérard Mercator, n'a pas inclus de carte de l'Espagne dans son atlas, ni totale ni partielle, probablement pour des motivations politiques, pour les guerres de Flandre, etc. Hondius, son successeur, achète les plaques de cuivre, que nous allons voir maintenant, et publie une nouvelle version de l'atlas dans laquelle il commence déjà à inclure des cartes partielles, dont celle-ci, intitulée « Legionis, Biscaye et Guipuscoae ». Il s'agit d'une carte du Léon, ainsi étendue, de la Biscaye et du Guipuscoa. La Biscaye apparaît, toujours jusqu'à l'Aredo, le Guipuscoa est à nouveau copié sur les exemples que nous avons vus. Outre le fait que les droits d'auteur n'existaient pas, les sources d'un auteur néerlandais n'étaient pas non plus excessives. Une fois qu'une carte était réalisée, elles étaient toutes copiées. 25. C'est la première fois que nous l'exposons. Il s'agit d'une reproduction en zinc de la plaque de cuivre originale utilisée pour imprimer cette carte, et non de l'original qui n'existe pas, car il aurait évidemment une valeur inestimable. On peut la toucher. C'était la même chose mais en cuivre, gravée dans un creux, avec un burin. Elle était peinte, nettoyée, l'encre était retenue dans les sillons, une pression était exercée sur elle dans une presse et cela sortait. Elle a également laissé une empreinte autour de la plaque, ce qui est l'un des signes de l'authenticité d'une carte. Comme tout ce qui est imprimé laisse à l'envers, en miroir. Lors de l'impression, l'image est tournée. Il était très fréquent qu'un graveur fasse des erreurs, surtout s'il ne connaissait pas la langue, ou que le dessinateur transfère le dessin sur la plaque et ne se rende pas compte qu'il devait être reflété, et parfois des erreurs de toponymie apparaissaient. 26. Encore des cartes hollandaises, en l'occurrence de la firme Blaeu, une saga familiale hollandaise. Il s'agit de deux versions légèrement différentes d'une même planche, publiées au cours de décennies différentes. Il s'agit de deux versions légèrement différentes de la même planche, publiées au cours de décennies différentes. Celle du haut, par le père Johan Blaeu, est une carte de Biscaya, Guipuscoa, Cantabriae Veteris par, c'est-à-dire avec les anciennes parties de la Cantabrie. Et celui qui suit, qui est pratiquement le même, si nous regardons, nous trouverons quelques corrections. Quelqu'un a modifié un nom de lieu, a ajouté les armoiries de Biscaye, les armoiries traditionnelles avec les deux logos, des armoiries vierges, qui devaient probablement être celles de Guipuscoa, mais qui ont été laissées vierges. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Si vous regardez le titre, il a changé car Alava apparaît également. Le fils a corrigé et ajouté Alava sur la même plaque, mais avec des corrections. Il était très facile de corriger une plaque parce que le cuivre est un matériau très souple. Il est bruni, c'est-à-dire qu'une pression est appliquée et la rainure est aplatie. En fait, les plaques s'usaient simplement à l'usage. Toutes les centaines d'exemplaires elles devaient être retravaillées et parfois il profitait d'une autre pratique très courante, lorsqu'il héritait ou achetait des plaques pour effacer le nom d'un autre et mettre leur propre nom dessus, il changeait d'éditeur et la même plaque était réutilisée. 27. À la même époque, si la première carte régionale ou partielle imprimée de l'ensemble du Pays basque qui apparaît est de 1606, l'année suivante apparaissent les premiers atlas de poche. Ces atlas étaient encore très chers malgré le fait que l'imprimerie les avait rendus moins onéreux. Ils représentaient une tentative d'atteindre un public beaucoup plus large en réduisant le format et en le rendant moins onéreux. Ainsi, cette carte en haut à gauche est la première version miniature ou de poche de la première carte de Hondius que nous avons vue, celle sur la planche, qui s'intitule Biscaya et Legio, et nous avons voulu la présenter ouverte pour montrer le format et avec la description à côté. Ci-dessous, nous pouvons voir une autre version, encore plus petite, avec Guipuscoa, Vizcaya et toutes les copies miniatures de cet atlas. À droite, d'autres exemples d'atlas publiés dans la première moitié du XVIe siècle. L'atlas ci-dessous, par exemple, est curieux parce qu'il s'agit d'une édition pirate de l'atlas de Hondius, dans laquelle cet éditeur inconnu, Kloppenburg, a copié la page de titre et y a ajouté le nom d'auteur connu, comme Mercator, pour faire croire qu'il s'agissait de l'atlas authentique. À l'époque, personne n'a été condamné à une amende pour cela. 28.
Revenons quelques décennies en arrière. Avant cela nous sommes restés aux alentours de 1650 environ. Le premier atlas moderne de l'histoire, celui d'Ortelius, a été publié en 1570. À cette époque, la chorégraphie était liée à la géographie, car c'est ce que disait Ptolémée. La géographie était ce que nous comprenons comme la cartographie et la chorégraphie était la vue des villes ou des paysages. 2 ans après ce premier atlas, le premier atlas des villes mondiales, qui sont des vues de villes, a été publié. Il s'agit de Civitatis Orbis Terrarum, ce qui signifie littéralement « ville du monde ». Il a également été publié à Anvers. Dans cet atlas, dont les 6 volumes ont été publiés au cours des années successives, plusieurs paysages de villes basques sont inclus. En particulier, San Sebastián, sur la même page que Burgos, Bilbao et celle-ci, qui couvre un peu la porte, et San Adrián. Ici, il faut faire attention aux personnages, car il y a une dame et il est écrit « Nobilis Matrona Vizcaïna », c'est-à-dire en basque, où apparaît une femme mariée avec des enfants et à côté d'elle « Nobilis Virgo Vizcaïna », c'est-à-dire une demoiselle biscayenne, une jeune fille. Et ici, des vilains biscayens qui vont au marché de Vitoria, des vierges biscayennes et gasconnes, des femmes de San Juan de Luz, des femmes de Bayonne et d'autres fidèles de l'Église. En d'autres termes, ils mettent en scène des scènes de costumbrista pour que les gens s'intéressent et voient ce qu'il y a, mais c'est surtout par les personnages qu'ils sont curieux. Ces personnages se retrouveront plus tard dans les cartes ornées que nous allons voir maintenant. 29. Sur cette vue de Bilbao, on peut voir à gauche le bar Portugalet, puis Bilbao vue de Miribilla. En plus de montrer la ville, le but de ces vues était de montrer des personnages, des coutumes, des choses curieuses de l'époque, car il n'avait pas Internet, ni même la photographie, et c'était la façon de s'illustrer. Il est curieux car il est intitulé Bilbao, avec un V, ce qui est un non-sens. Oui mais non. L'auteur est flamand et, dans cette légende, il invente un film que Bilbao vient de Bellum Vadum, en latin qui signifie une belle traversée de rivière avec sûrement très peu de fiabilité. 30. Dans la première édition, Saint-Sébastien est toujours accompagné de Burgos. Ceux qui connaissent Saint-Sébastien savent parfaitement que cette vue est prise d'après nature par un certain Joris Höfnagel, qui a passé plusieurs années en Espagne à réaliser des vues de villes d'après nature et qui a ensuite transmis ses dessins aux éditeurs pour qu'ils puissent les graver. Il y a beaucoup de vues d'Andalousie, mais Madrid, qui était la capitale de l'empire le plus puissant du monde, n'a jamais été dans les Civitates parce que cet homme n'est pas passé par Madrid. Il a passé plusieurs années en Andalousie et les villes, sans pour autant perdre de leur importance par rapport à d'autres capitales provinciales importantes, y apparaissent. C'est là qu'apparaît Saint-Sébastien, la plage de la Concha, la vieille ville et, bien sûr, un motif très typique de l'art de la Renaissance, qui est Saint-Sébastien Azaéteado. Saint-Sébastien a souffert le martyre, ils ont essayé de le tuer avec des flèches et n'ont pas réussi, mais ils ont réessayé et cette fois ils ont réussi. Le mont Urgule apparaît, que l'on voit parfaitement, l'Urumea et les plages de Suriola, Gros, l'île de Santa Clara, Igeldo. C'est une vue naturelle. 31. Peu après ces premières cartes hollandaises, apparaissent, pour des questions esthétiques, les cartes bordées, ainsi appelées parce qu'elles ont une bordure qui les entoure. Dans cette bordure, ces vues de ville, ces personnages et parfois les armoiries, ont été repris de l'Atlas des villes du Civitatis Orbis Terrarum, réduit en miniature. Cette carte, qui date de 1610, est la première carte ornée connue de l'Espagne. La vue de Bilbao y figure, parmi de nombreux autres de la péninsule. Ici, nous en avons une autre où Bilbao ou Saint-Sébastien n'apparaissent pas, et pourtant, parmi les rangées de personnages, on trouve les Hispaniques, en général, les Castillans, les Biscayens vêtus de leurs costumes présumés, les Lusitaniens et les Grenadins, et ici leurs personnages correspondants, mais en femme, la Biscayenne. Bien qu'il ne soit pas certain qu'ils aient été réellement habillés de la sorte. Dans ces autres personnages apparaissent les nobiles femina viscaïna, nobles femmes biscayennes. Il s'agissait de représenter des figures masculines et féminines afin de voir les vêtements et parfois les différentes classes sociales, les nobles ou, comme il est dit ici, les biscaïno indigena,
c'est-à-dire les gens normaux, revêtaient parfois le costume rustique. 32. Il s'agit ici de plusieurs pièces tirées des atlas de Pedro Teixeira datant de 1634 à 1636. Teixeira était un cartographe portugais qui travaillait pour l'Espagne et l'une de ses commandes consistait, pour des raisons militaires et stratégiques, à faire une description de la côte espagnole. En fait, il était en campagne, prenait des vues naturelles et a fait une description de toute la côte espagnole. Toutes ces vues concernent la côte basque, sont plus ou moins ordonnées, partent de la frontière avec la France et longent les côtes de la péninsule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La province de Guipuscoa, avec ses armoiries, tout cela est tiré de l'Atlas. Il est parfait parce qu'il est pris au naturel avec des observations depuis un bateau. La côte de Guipuscoa, le fleuve Bidassoa, qui serait la frontière avec la France. Justement, on craignait l'invasion française, donc on étudiait la côte pour voir où l'on pouvait placer des fortifications et quel était l'état des ports à défendre. C'est Passages, c'est Saint-Sébastien, la vieille ville, Urgule, Santa Clara, Guetaria, Saraouz, Zumaya. Et ici, avec les armoiries traditionnelles de Biscaye, commence toute la côte biscayenne, Ondaroa, Lekeitio, Bermeo, Bilbao et Portugalete, que l'on appelle le port de Galete. 33. Il s'agit d'un autre atlas miniature de Teixeira qui est une description en petit format de l'atlas précédent et qui montre une vue de la côte de Guipuscoa et de la côte de Biscaye. 34. Teixeira fut ensuite envoyé à la frontière entre l'Espagne et la France, dans le Guipuscoa. Par crainte de l'invasion française, il doit faire des propositions de fortification et dans cette petite description, qui est un document technique, il inclut plusieurs vues de Fuenterrabía, San Sebastián, Guetaria et Passages, qui est celle que nous avons ici. Très belle et aussi des propositions de forts, qui ne sont pas construits mais que lui, en tant qu'ingénieur militaire, propose de construire. 35. Nous arrivons ici à une section quelque peu hétéroclite. La cartographie néerlandaise n'est pas en déclin, mais des cartographes français, italiens et autres commencent à apparaître et à produire des cartes de ces pays, et nous en avons pris quelques exemples. Celle-ci, très belle par son format divisé en 2 feuilles, est de Coronelli. Parmi les différents blasons du royaume d'Espagne figure celui de la Biscaye et sur la carte apparaît la seigneurie de Biscaye, qui s'étend assez loin à l'ouest, incluant complètement la Cantabrie. Il appelle le golfe de Gascogne, Mar di Gascogna. 36. D'autres exemples, ici intitulés « La Biscaya », encore une fois. L'exemple ci-dessus est l'original d'un Italien nommé Cantelli et l'exemple ci-dessous est une copie plus tardive, réalisée par un Français nommé Nolin, dont on peut voir qu'elle est pratiquement copiée. Les anciennes armoiries de la province, la Mar di Biscaya, Olim, signifiant autrefois la mer Cantabrique. Il est écrit Mar di Basque d'un côté et mer de Basque de l'autre, c'est-à-dire la mer des Basques. L'italien est intitulé La Vizcaya dividida en sus quattro partes principales, la Biscaye divisée en ses 4 parties principales, qui sont, selon ce cartographe, le Guipuscoa, la Biscaye proprement dite, c'est-à-dire la vraie Biscaye, l'Alava et la province des Quattro Villas, en Cantabrie, à l'intérieur de celle-ci. Elle montre le désordre dans les divisions administratives. La copie ci-dessous est identique, mais elle traduit la toponymie, en plus des armoiries de Biscaye, elle ajoute celle de Navarre et elle est dédiée à Philippe V, qui fut le premier roi Bourbon, car cette carte lui est dédiée avec l'itinéraire qu'il suivit pour atteindre l'Espagne afin d'être couronné. 37. D'autres exemples de cartes de ces écoles, en l'occurrence françaises. De même, nous voyons la côte cantabrique, cette mer des Basques et de la Biscaye a une division administrative plus ou moins correcte, et ici, qui s'inspire des précédentes. De même, la Biscaye s'étend jusqu'à Santander, dans d'autres endroits elle s'étend même jusqu'aux Asturies. 38. Il s'agit de la dernière partie de l'exposition, que nous avons clôturée au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, la cartographie est apparue avec les méthodes que nous connaissons aujourd'hui, avec des observations géodésiques et astronomiques, avec des instruments. Il ne s'agit pas de dessins copiés les uns sur les autres, basés sur l'expérience ou la connaissance de nombreuses années,
mais ils sont déjà réalisés à partir d'observations géodésiques et topographiques. Juste avant, il y a le grand cartographe, ou presque le seul cartographe espagnol du XVIIIe siècle, Tomás López. Tomás López était un géographe de cabinet et travaillait à l'oreille. Et ce n'est pas une blague, il envoyait des lettres à toutes les institutions, dans tout le pays, et il leur disait « Dites-moi comment est votre région et ce que vous avez ». Il leur envoyait un relevé « Je ne sais pas combien d'églises, alors dites-moi, plus ou moins, où c'est ?» Et avec ça, il faisait des cartes de cette façon. À l'intérieur de la carte d'Espagne, il y avait ces cartes provinciales et voici celle de la Biscaye, du Guipúzcoa et de l'Álava. Dans la carte de l'Álava, une curiosité. Carte de l'Álava divisée en quadrilla et hermandad, c'est-à-dire les divisions administratives antérieures à la division de 1833, qui est celle du ministre des Travaux publics Javier de Burgos, qui l'a divisée en provinces actuelles de l'Espagne. À cette époque, elle était divisée en quadrilla, comme ici, Vitoria, Salvatierra, Ayala, Guardia, Zuya, Mendoza et leurs 53 confréries. Ces cartes sont détaillées mais n'ont pas été réalisées à partir d'observations topographiques, seulement à partir de relevés et sur la base de cartes antérieures. 39. C'était à l'intérieur de l'Atlas de Tomás López, une peinture murale avec les 4 feuilles de la carte complète de l'Espagne où se trouve le Pays basque. 40. Et nous terminons par le passage à la cartographie et aux méthodes d'observation actuelles, qui sont celles de Vicente Tofinho. Il a passé plusieurs années à faire des campagnes océanographiques, à réaliser des relevés, cette fois-ci basés sur des sommets géodésiques, des observations astronomiques, etc. Et à publier l'Atlas maritime de l'Espagne, qui couvre les côtes. Et dans ce cas, les cartes marines de la côte basque, nous avons celles de Passages. L'une des choses importantes sur une carte marine sont les sondes ou les profondeurs parce qu'elles sont fondamentales pour la navigation, les sondes à marée basse parce que si vous obtenez la sonde à marée haute et que vous êtes à marée basse, vous allez toucher le fond. Les sondes sont installées dans différents types d'entrées dangereuses, pas particulièrement celle de Passages ou de la baie de San Sebastián, mais l'entrée de l'estuaire du Nervión, à Portugalete, où il y avait des barres de sable qui rendaient la navigation dangereuse. En fait, il était possible de traverser à marée basse, comme l'indique le panneau, parce qu'à marée basse, il atteignait 90 cm et qu'un bateau, un navire, ne pouvait pas passer. Il fallait attendre les grandes marées. C'est le plus beau, celui de Saint-Sébastien, avec ce relief ombragé et on voit tout, le mont Urgule, la vieille ville, la plage de la Concha, l'île de Santa Clara, et sur Igueldo la lanterne. La lanterne était un phare en bois et maintenant c'est le mirador du mont Igueldo, parce que le phare du mont Igueldo n'est pas l'ancienne lanterne, mais la tour est plus ou moins conservée, mais modifiée. 41. En outre, il a réalisé cette autre carte marine, vue d'en haut, de toute la côte. Il s'agit d'une carte sphérique parfaite, dont le seul intérêt, comme au Moyen Âge, est le tracé de la côte et peu d'autres choses. Il y a des divisions administratives entre Guipúzcoa, Biscaya, Encartación et Montaña, qui est supposée être la Cantabrie. Mais à part cette feuille ci-dessous, il s'agit de la côte de Cantabrie, c'est-à-dire la côte cantabrique, où l'on publie des élévations de la côte, beaucoup plus fidèles même que celles que nous avons vues auparavant, et vous pouvez voir en lettres ce qui est essentiel pour la navigation. Ce sommet, ce pic qui domine ici, c'est le Jesquibel, ici c'est la Lanterne, le mont Urgule, toute la côte après Saint-Sébastien, puis l'entrée de Débat d'un côté et de l'autre le cap Machichaco. Si vous naviguez depuis l'est jusqu'au cap Machichaco, vous verrez ceci et une fois que vous aurez passé le cap Machichaco, vous verrez ceci, qui est également très bien représenté. Et le reste, ce sont des vues du reste de la côte cantabrique, de la Cantabrie et des Asturies. 42. Il s'agit d'une carte de la population de Vitoria, telle que Vitoria était en 1888, comme indiqué ci-dessous. Comme l'indique le titre ci-dessus, elle est publiée sur ordre et aux frais de l'Excellentissimo Ayuntamiento de Vitoria, c'est-à-dire payée par le conseil municipal, par Don Dionisio Casagnal y Zapatero,
Officier du corps topographique. Elle est à l'échelle 1 sur 5000 et il s'agit déjà d'une carte aux caractéristiques modernes. C'est-à-dire avec des observations topographiques, sur un réseau géodésique et elle montre aussi que les altitudes sont au-dessus du niveau moyen de la mer à Alicante, comme c'est le cas aujourd'hui. Une orthophoto de Vitoria telle qu'elle est aujourd'hui a été superposée à l'image de la carte, avec une certaine transparence, de manière à ce que les deux soient visibles, et qu'il soit ainsi possible de comparer ce qu'était Vitoria en 1888 et ce qu'elle est aujourd'hui. La carte originale est disponible dans la bibliothèque de l'IGN, dans le lien QR code qui apparaît sur la carte. Et nous arrêtons ici l'exposition, qui pourrait continuer, mais cela nous prendrait beaucoup plus de temps, car nous avons vu que la variété des cartes s'accroît au fur et à mesure que nous avançons, pas de manière exponentielle, mais presque.